kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bonsoir à tous, bienvenue à The Family pour cette ambiance, grosse ambiance. Alors ce soir c'est la première de Pitch Don't Kill My Vibe. C'est un nouveau meet-up qu'on vient de lancer et l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'offrir l'opportunité à des startups de s'exercer à pitcher leur boîte, leur projet devant un jury extrêmement méchant. Non, non, pas du tout. En fait, vraiment, ça se veut bienveillant. C'est un exercice. C'est sympa, c'est entre nous. L'idée, pourquoi on l'a sorti? On l'a sorti parce qu'on s'est rendu compte que déjà, au sein de nos startups, il y avait un vrai besoin de pouvoir pratiquer le pitch, avoir des feedbacks, avoir des conseils et s'améliorer. Voilà. On n'est pas une nation de pitchers, on n'est pas une nation de storytellers. On a un peu du mal à passer sur scène, on a du mal au marketing, on a du mal à se la raconter, entre guillemets. Souvent, on dit d'une start-up française qu'elle a un produit extraordinaire, mais qu'elle ne sait absolument pas le vendre, pour comparer avec une start-up américaine qui, elle, n'a pas de fond, mais a la forme. Ça va se vérifier ce soir, ou pas. Ce soir, on a reçu pour cette première session 30 startups, alors qu'on a lancé le meet-up la semaine dernière. Donc vraiment bien, on était contents. On en a sélectionné, avec la petite team, on en a sélectionné 5, si je ne dis pas de bêtises. Parce que, alors on a été vraiment au feeling. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont proposé des pitchs et qui sont pas là, enfin, qui n'ont pas été sélectionnés ne peuvent pas retenter le coup. On a essayé de varier, on a essayé de prendre le plus divers au sens des sujets traités. Voilà, voilà. Alors, comment ça va se passer ce soir? Vous avez des pêches au fond, si vous voulez. Vous avez du jus de pêche, vous avez du iced tea pêche et des yaourts à la pêche. Voilà, c'est la thématique de ce soir. Il faut garder la pêche, même si on va essayer comment dire, ça va être du feedback, ça va être parfois un petit peu difficile, mais toujours bienveillant, bonne ambiance, constructif. Il faut que vous repartiez. L'idée, c'est que aussi, vous, dans le public, vous puissiez vous projeter et en prendre pour vous. D'accord? Donc moi, j'ai un peu briefé le jury comme ça. Alors, c'est qui le jury de ce soir? Si ça fonctionne bien, ce sera à peu près le même jury une fois par mois, si cet event a du sens et si vous jugez qu'il faut continuer et si on sent que vous avez toujours besoin de vous exercer au pitch. Alors, qui es-tu, Oussama Ammar? Bonjour, alors moi je m'appelle Oussama Ammar, je suis l'un des cofondateurs de The Family et à The Family je m'occupe des startups au quotidien et je m'occupe de tout ce qui est stratégie et business model pour elles. Voilà. Moi, c'est Jean de Laroche-Brochard. J'ai rejoint The Family il y a à peu près 6 mois. Et avant, j'étais leveur de fonds. J'ai levé une cinquantaine de millions d'euros pour une vingtaine de boîtes. Et donc, voilà, j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs. Et j'espère que la touche d'ancien lever sera utile. Bonjour à tous, donc moi je suis le frère d'Alice, donc j'ai levé aucun million d'euros, je suis avocat au barreau de Paris et je vais essayer de donner une analyse du discours sur la forme, sur le fond, je ne suis pas certain d'y arriver. Voilà. Il est hyper modeste, c'est pas la première fois qu'il fait des events, évidemment c'est mon frère, on s'appelle pas The Family pour rien, je fais aussi travailler ma sœur par ailleurs, qui est la directrice artistique, c'est elle qui a fait le logo. Non, mais il était surtout avocat, comment dire, il est sélectionné lors de la conférence des 12, comme ça, on appelle ça la conférence des 12. Voilà, il y a 12 avocats chaque année qui sont sélectionnés, c'est un concours d'éloquence incroyable, ils représentent le barreau à l'international, et en fait ils animent les Berriers, les conférences Berriers, c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire en fait. Là on fait une Berrier pour les startups. Alors, la conférence Berrier pour les gens du monde légal, c'est un truc très connu. Ça vous parle pas? Pas grave. Si, ça vous parle. Ok, cool. En fait, c'est vraiment un concours d'éloquence très drôle où les gens viennent s'essayer à l'exercice de l'art oratoire. Donc, on a un expert de l'art oratoire ce soir avec nous. Qui plus est, mon frère. Donc, comment ça se passe ce soir? Donc, on a 5 boîtes. 5 startups, 5 projets. On leur a rien dit de plus que vous avez été sélectionné, vous avez 5 minutes, pas plus. Vous n'êtes pas obligé de faire jusqu'à 5 minutes, d'accord? Vous pouvez choisir de le faire en français ou en anglais. Ça dure 5 minutes max. Ensuite, on essaie de vous donner des feedbacks concrets.
Si vous avez des choses à dire, vous les dites. Si vous n'avez rien à dire, vous dites rien. On a besoin d'un petit calepin pour noter, pour faire des feedbacks un peu constructifs. Je pense, et je les ai un peu orientés dans ce sens-là, moi je vais attaquer attitude, empathie. Qu'est-ce que tu dégages? Oussama, après. Jean, et c'est plus le côté, bon, bah voilà, il a levé 20 millions pour plus de 50 deals, donc il va parler, il connaît. Ah merde, c'est l'inverse. Voilà, donc Jean, en fait, c'est vraiment le mec qui a l'habitude de faire l'interface avec les investisseurs. Donc lui, il va attaquer côté investisseur. Victor, il va attaquer sur la vision, la forme, l'art oratoire, mais c'est aussi un novice, c'est-à-dire c'est aussi quelqu'un qui se voit en consommateur d'applications, donc il se voit extérieur. C'est intéressant d'avoir ce regard. Voilà. On est bon? On est cool? Alors, on commence par Cocotte. Cocotte, vous avez 5 minutes. Il faut les encourager. Il faut être chaleureux. On les applaudit. Cocotte, c'est à vous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est William. Je suis le chef technique de Cocotte. Et lui, c'est Max. Max, c'est un consultant indépendant. Et Max, il a prévu un superbe week-end avec sa dulcinée ce week-end. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas encore les sous pour payer ce week-end. C'est pour ça que Max, ce soir, il va devoir faire ses notes de frais. Parce que comme ça, s'il ne les fait pas, il ne va pas pouvoir facturer le client pour lequel il a bossé durant la semaine. Du coup, son client ne va pas le payer. Et du coup, pas d'argent pour le week-end. À 9 h, Max s'attaque à la pile de notes de frais qui s'accumule sur son bureau depuis des mois. 2 heures, 3 heures plus tard, Max se rend compte qu'il a oublié qu'il a perdu 3 tickets de caisse qui ne seront pas remboursés. Les heures filent. Sa copine commence à s'énerver. Du coup, Max s'énerve aussi. Le ton monte, la concentration baisse. Finalement, Max s'endort sur son relevé de notes de frais. Le lendemain, quand il se réveille, il sait que son client va pouvoir le payer avant lundi. Bye bye le week-end. Bye bye le week-end. Sa copine est furieuse. Elle l'engueule, il s'engueule, elle le quitte. Vous l'aurez vu, la gestion des notes de frais, c'est un sérieux problème pour Max. Mais c'est aussi un problème pour un nombre important d'auto-entrepreneurs et d'indépendants. C'est une source de stress, une perte d'argent et une perte de temps. C'est pour ça que nous, on a créé Cocotte. Cocotte, c'est ma solution digitale pour la gestion des notes de frais. Mais notre vision, c'est ça. C'est que gérer une note de frais, ça ne doit pas durer plus de temps qu'un Vine. Mais prenons un exemple. Max sort du resto avec son ticket de caisse à la main. Il sort son smartphone, il prend sa note de frais en photo et c'est tout. On s'occupe du reste. En fait, grâce à un algorithme de reconnaissance d'image, Cocotte détecte automatiquement les informations importantes du ticket de caisse, comme la date, le montant total, on imagine bien, et les taxes par exemple. Et donc du coup, une fois chez lui, Max il se connecte sur son compte Cocotte et il peut gérer la liste de ses notes de frais. En un clic, Max peut envoyer son relevé de notes de frais à sa comptable. Et en plus, comme ça, sa comptable ne va pas le rappeler pour lui demander des explications comme elle le fait d'habitude. En bref, Max gagne du temps et de l'argent. Du temps parce qu'il ne va plus passer ses soirées à faire son relevé de notes de frais, et de l'argent parce que maintenant c'est fini les notes de frais qui sont perdues. Pas de start-up sans marché. Alors moi c'est Kwang, responsable business. Alors nous visons les indépendants et les chefs d'entreprise de TPE de moins de 10 salariés. Donc ils sont plus de 3 millions de personnes en France. Aujourd'hui, notre cœur de cible sont ceux-là qui sont ces personnes qui sont technophiles et qui doivent effectivement remplir des notes de frais. Donc nous avons évalué cette population de 600 000 à 1 million de personnes. Notre business model se base sur un modèle qui est freemium, donc une période d'essai pour le faire goûter et pour le rendre addict, suivi d'un abonnement mensuel dont le prix reste encore à déterminer et à tester sur le terrain. Notre accès au marché se décompose en 2 parties. Une première phase de rodage, où nous allons acquérir nos utilisateurs et nos clients un par un, où nous allons rester très proche du client pour faire de la co-création, donc un produit par et pour lui. Et une deuxième phase pour rendre notre solution scalable. Donc nous avons pensé à développer une API et des partenariats avec des logiciels pour les professionnels qui s'adressent au même cœur de cible que nous. Mais ce n'est pas tout. Notre marché pourrait s'agrandir. Nous pensons par exemple à Caroline,
qui perd énormément d'argent par procrastination de ses notes de frais, ou à Alexandre, consultant en stratégie et ancien collègue à moi, qui à 1h du matin a autre chose à faire que remplir ses notes de frais après cette longue journée. Donc aujourd'hui, nous sommes sur 2 champs de bataille. Donc le premier, c'est de se rapprocher du client pour créer une solution donc, avec lui. Et le deuxième, c'est tout simplement apprendre à coder pour développer une V1 rapidement. Et nous allons dans un premier temps remplir les notes de frais à la main. Ou si on atteint une ampleur considérable, on emploiera des Indiens ou des Vietnamiens. Il n'y a pas de jugement, c'est purement business. Donc aujourd'hui, nous avons identifié 3 facteurs clés de succès. Donc le premier, c'est une expérience utilisateur optimale et optimisée pour notre cœur de cible. Notre deuxième, c'est un algorithme de reconnaissance de texte et des champs importants du ticket de caisse. Et le troisième facteur est un challenge business pour toucher un marché éclectique. Donc pour cela, nous avons réuni 3 personnes, 3 cofondateurs, 3 amis. Donc Jean-Baptiste qui devrait arriver, Jean-Baptiste, William et moi. Merci beaucoup de votre attention. Bitch, don't kill my vibe. Un, deux, ouais. Qui commence? Allez, Victor, allez, commence. Alors, bonjour à tous les deux d'abord. Alors, je ne connais pas très bien l'exercice, on ne m'a pas trop pitché pour le coup, donc je vais essayer de vous dire moi ce que j'ai ressenti en vous écoutant. Moi, la première chose qui m'a gêné, alors c'est le format qui veut ça, c'est extrêmement court le temps que vous avez de parole, mais vous nous proposez de gagner du temps et le temps vous-même vous ne le maîtrisez pas. C'est-à-dire que vous nous proposez un produit qui vous-même vous effraie. Et moi, ce qui m'a gêné dans votre discours, parce que j'ai cerné le sens global, mais j'ai l'impression que vous voulez me faire travailler à la place de mon comptable. Parce que moi, mon comptable, quand je vais le voir, je lui remets une caisse avec tous mes tickets, et quelque part, vous me faites faire le travail à sa place. Si je fais le travail de mon comptable, je prends plus de comptable. J'ai plus enfin, c'est moi la première réflexion qui m'est venue en vous écoutant. Mais je ne vais pas m'attaquer au fond parce que j'ai vu HEC, j'ai vu des grands noms en dessous de vos propres noms. Donc je vais parler moi de la forme. Sur la forme, ce qui m'a un peu gêné, je ne sais pas ton prénom, William. Ce qui m'a un peu gêné, c'est peut-être parce que j'en ai trop entendu l'année dernière dans tous les concours d'éloquence, les références à Kian Kojandi, elle me quitte, je la quitte, on se quitte, etc. Je trouve que c'est devenu la tarte à la crème du discours sur le terrain de la forme. Mais après, c'est peut-être le défaut d'avoir trop entendu de discours ou même d'en avoir trop pratiqué. Mais ces références-là, moi, elles me fatiguent. Je trouve qu'elles sont faciles. Et ce qui manque, en fait, c'est que je suis persuadé que c'est un projet qui vous tient énormément à cœur. C'est évident parce qu'on s'investit dans ce type de projet. Et je n'ai pas senti de sincérité. C'est-à-dire, ça peut paraître étonnant d'évoquer le terme de sincérité dans un concours comme ça, mais si c'est un projet de vie et c'est un projet où on investit des années, on parle avec le cœur, on ne parle pas avec des pitchs totalement sans espace, où tout est prévu, tout est préparé, et où finalement on est dans une course-poursuite avec le texte qu'on a préparé. On essaye de poser les choses simplement et de prendre son temps. Voilà, j'ai que 5 minutes, mais je vais vous dire l'essentiel. Et les mots, algorithmes, etc., finalement, est-ce que ça a sa place dans un discours de 5 minutes où on a envie de dire l'essentiel? Je ne suis pas certain. Et moi, à la fin de ce discours, je n'ai pas forcément compris l'utilité pour moi en tant qu'avocat. Mais peut-être que Oussama... Tu me fais rebondir parce que c'est très intéressant. En vous écoutant, je me disais, ça ressemble beaucoup à ces gens qui veulent expliquer ce qu'est une voiture. Et plutôt que me dire que ça permet d'aller à un point A à un point B très rapidement, ouvrent le moteur et me disent, regarde, il y a 12 pistons ou 24 pistons ou je ne sais pas quoi. Et alors que je ne sais même pas ce que c'est un piston. Donc, je n'ai pas le permis. Et c'est un vrai sujet des pitchs, c'est que quand on entend partout qu'un bon pitch, c'est un pitch qui raconte une histoire, mais c'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut raconter des histoires qu'il faut partir dans une tarte à la crème et dans une histoire qui en plus, pourrait être facilement accusé de sexisme, parce que vous avez accusé cette petite amie de le quitter simplement pour des raisons d'argent, alors que je suis sûr que le problème était plus profond et plus important. Donc il faut faire attention en fait à quand vous racontez des histoires, à ne pas tomber dans une caricature qui peut vous dépasser et qui peut vous emporter. Le deuxième critère plus important, c'est que finalement, sur ce genre de produit,
à chaque fois que j'ai vu un pitch réussi, alors je ne sais pas quel est votre stade, mais à chaque fois que j'ai vu un pitch réussi, c'est un pitch de démo. Je prends l'app, je te montre l'app, il y a un effet waouh et tous les gens qui sont intéressés d'un seul coup sont incroyablement accrochés et émotionnellement embarqués. Et quand il vous a accusé de manque de sincérité, j'ai tout de suite tilté parce qu'effectivement, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Mais en fait, on ne crée pas ce genre de concept artificiellement. On les exécute avant d'essayer de les vendre. Parce que dans ce genre de concept, l'exécution, c'est tout. Le marché, le machin, bah oui, on souffre tous de notes de frais. Et j'espère très bien que vous allez mettre mon comptable au chômage, même si je l'adore. Et ensuite, mon avocat. Mais, mais le sens, le sens naturel des choses va vers ça. Et on ne l'a pas vu dans votre présentation. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter là, honnêtement. Juste au niveau de l'attitude, c'est des petites choses bêtes qui peuvent servir à tout le monde, mais tu peux pas. Enfin, c'est con, mais du coup, moi, je suis restée bloquée sur ton mouvement permanent, qui était celui-là. Et en fait, du coup, j'étais en mode horloge aussi avec toi. Ça m'a un peu gênée. Ne jamais se retourner devant le tableau. Et c'est pareil, tu vois, tu regardais beaucoup le truc, ça sert à rien. Voilà, moi j'ai trouvé ça dans l'attitude et dans la façon d'aborder le projet beaucoup trop propre et McKinseyien et top-down. Non, c'est pas le costume. Alors ça peut plaire parce que c'était structuré et que du coup c'était point A, B, C et avec tous les sous-parties et sous-sous-parties. Mais et donc du coup ça manque de sincérité. Il n'y a pas d'effet waouh et c'est une vision très voilà, le marché. Donc moi je me souviens quand j'ai donné les consignes pour Pigeon Kill My Vibe, je vous ai donné 5 slides. Je crois pas que je vous ai parlé de business model quand je vous donne les 5 slides. Et c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien qu'il dit à des produits comme ça on veut les voir. En fait là j'ai bien compris, vous n'avez même pas encore la V1, vous êtes dans le rêve. Et donc quand vous êtes dans le rêve, ce qui est intéressant, c'est de nous attirer un peu à la manière magie Kickstarter. Je te mets un film, tu crois que c'est vrai, mais je ne l'ai pas. Et on a montré ce film et voilà ce que ça a attiré. Voilà, ne serait-ce que nous, quand il dit nous embarquer émotionnellement, c'est nous quand on regarde, quand on t'écoute, mais c'est aussi avoir plutôt que une réalité entonnoir de marché, de voilà le marché, voilà où je vais et c'est rationnel. Moi, je veux que tu me montres la stickiness, même si c'est avec tes 20 potes, ça m'intéressera beaucoup plus que ta vision top-down marché. Voilà. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Click and sign, il y a un petit N au milieu. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour changer de démocratie ce soir? Ouais, bien. Parce que Click and Sign, c'est la plateforme qui permet à tous les citoyens de proposer leur propre loi à travers toute l'Europe, à travers la localité, à travers le monde. Voilà. Voyons voir comment ça marche. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les politiques de ce monde, ils sont de plus en plus déconnectés de la réalité. On le voit très bien à travers ce qu'ils racontent. Ils disent n'importe quoi sur comment ça se passe dans le métro. Qu'est-ce qui se passe sinon aussi, on a l'impression que leurs propositions, ils ne comprennent pas ce que c'est le réel besoin de la société, ou même il y a des problèmes de société qui ne sont vraiment même pas touchés, réfléchis et abordés, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On gueule, surtout en France d'ailleurs, on va dans la rue et on fait des manifestations, et puis sinon on signe des pétitions. Nous, on propose d'aller plus loin, c'est de proposer vos propres lois, mais comment ça marche? Comment vous pouvez faire ça? Parce que ça, voilà. Depuis 2012, en fait, l'Union européenne a proposé ce qui s'appelle l'initiative citoyenne européenne. Et c'est écrit dans les traités. Donc c'est un dispositif juridique qui permet à tous les citoyens de proposer leur propre loi. Or, il y a des conditions, bien sûr. Il faut 1 million de signatures, et cela en un an, et dans un minimum de 7 pays membres différents. C'est pour ça que nous, on se dit, oh là là, ça c'est compliqué. Et en plus, si c'est l'Union européenne qui le propose, personne ne va être mis au courant, et en plus, ils vont communiquer sur ça comme des technocrates. Donc, nous, on se dit, allez,
On va créer la plateforme qui permet de unifier tous les projets de loi sur un site, de les signer facilement et de les diffuser facilement. Et en plus, d'une manière de communication beaucoup plus sexy que celui que fait l'Union européenne. Notre solution de signature ne s'applique pas seulement aux initiatives citoyennes. Elle est faite pour qu'elle peut aussi être appliquée pour d'autres projets de loi, que ce soit au niveau local ou régional ou même national, parce que justement, dans des pays comme la Suisse, les États-Unis ou encore au niveau local en Espagne ou en Angleterre, il y a la possibilité de faire des projets de loi citoyennes. Donc voilà, c'est une solution unique. Ensuite, c'est quoi le marché? Aujourd'hui, on est 350 millions de citoyens en Europe, beaucoup plus à travers tout le monde. Il y a 6 millions de citoyens qui ont déjà aujourd'hui, après 2 ans d'existence, signé une initiative citoyenne européenne. 92, j'ai grandi en Belgique, donc 92% des jeunes aujourd'hui trouvent que les partis politiques ne correspondent pas à ceux dont ils attendent. Et 50% des jeunes ont déjà signé des pétitions. C'est ainsi que vous voyez également les autres types de sites de pétitions ou de propositions de loi citoyennes. Nous, on va aller plus loin. C'est vraiment que tu vas pouvoir proposer les lois citoyennes à l'échelle à travers l'Europe. Et voilà, notre petite équipe pluridisciplinaire et très européenne également. François, qui lui est le visionnaire et le philosophe, the philosopher, il est franco-italien. Et voilà. Lui, moi-même, Charlotte, je suis danoise. Et voilà, vous voyez le reste. Gabriel, c'est lui qui s'occupe de toute la partie financière. Et Simon, c'est notre développeur. Et le site, il va sortir dans quelques jours. Voilà. Tiens, on va commencer par un petit point. Tu peux revenir 2 slides en arrière ou 3 slides? Ouais, non, voilà. Reviens un slide en avant. OK. Alors, il y a un truc interdit à Pitch Don't Kill My Vibe, c'est les matrices où vous êtes tout seul à droite. Ça, c'est dans tous les trucs de Pitch, vous voyez toujours la même chose, alors qu'en fait, vous envoyez un message terrible. Le message terrible que vous envoyez, c'est qu'il n'y a pas de marché. La définition même d'un marché intéressant, c'est qu'il y règne une compétition féroce. Si vous êtes tout seul en haut à droite, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une ruée vers l'or, mais vous êtes dans une ruée de la solitude. Et quand on est seul, ça n'apporte jamais rien de bon. Donc, à mon avis, en fait, tu n'es pas toute seule. Et alors, ça donne 2 effets. Le premier effet, c'est qu'on peut se dire, elle ne connaît pas son marché et en fait, elle ne se rend pas compte de toutes les initiatives qu'il y a de concurrentes et qui ont les mêmes critères de qualité. Ça peut donner un effet pied. On peut se dire, elle est, je ne trouve pas de mot poli. Non, je plaisante. Elle est complètement mégalomaniaque et elle ne se rend pas compte que d'autres sociétés ont des qualités équivalentes. Ou encore pire, effectivement, c'est la vérité, vous êtes vraiment tout seul en haut à droite, et ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune opportunité. Donc ça, c'était pour le petit point méthodologie, puis comme ça, ce sera dans les archives de Pitch Don't Kill My Vibe, et on aura le droit d'envoyer des pêches pour les prochains. Les premiers, on n'en veut pas, mais comme ça, on apprend tous collectivement. Sur le fond, j'ai juste une question, c'est un business ou c'est une association? Mon feedback ne va pas être le même en fonction de cette réponse. C'est un business, ok. Alors, tu factures qui? Les lobbies qui vont faire passer des lois affreuses? D'accord. Alors, vas-y. Donc, je peux juste vite fait expliquer le business model qui est donc de... Mais alors, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est les ONG. En général, l'une des bonnes façons de se représenter à un business, c'est de se demander quel problème ça résout. Et de répondre non pas à la question quelle solution on est en train d'évoquer, mais quelle est la problématique. Et comme tu as un philosophe dans ton équipe, je suis désolé Jean, je te la pique, comme tu as un super philosophe dans ton équipe, il faut absolument se poser la question de la problématique. Et la problématique dans ton cas, c'est pas que les politiques sont en manque fondamental d'idées.
La problématique dans ton cas, c'est qu'il y a un problème d'exécution. Donc même si tu proposes des lois, comment elles vont être poussées, comment elles vont être exécutées, comment elles vont être adoptées. Le Parlement européen ne va pas faire un copier-coller sans qu'aucun lobby intervienne. Donc il y a un problème en fait quand vous pitchez, c'est qu'il ne faut pas faire semblant de passer à côté du problème le plus fondamental. Il faut tout de suite évoquer le problème le plus fondamental concernant les lois en Europe, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est pas qu'on a l'impression que les citoyens n'aient pas d'idées ou que les politiques ne les entendent pas. C'est que ces idées ne soient pas exécutées et aujourd'hui, tu n'apportes pas encore une réponse. Mais ça ne veut pas dire que tu n'en apporteras jamais. Moi, j'ai rien à ajouter. Tout d'abord, merci Guegue pour cette présentation. Je voulais vraiment te remercier. Alors, juste un point, moi, je me suis posé une vraie question. C'est l'inverse exact de la première présentation. C'est-à-dire que la première présentation, elle était trop préparée. Et là, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas assez. C'est-à-dire que tu nous emmènes dans un sujet très sérieux sur le vote des lois, l'application, l'effectivité des lois, et tu nous fais une présentation qui est totalement manichéenne. Les politiques, bouh, c'est des mauvais, c'est des méchants, etc. Ça, à mon avis, c'est un sujet trop sérieux pour être abordé avec aussi peu de nuances. Et c'est ça qui m'a un peu gêné. Après, moi, je me suis posé une seule question et je repasse la parole. En fait, on n'est pas sur un marché. Les blogs politiques, les pétitions qui circulent en ligne. Moi, je pensais au site à l'époque de Désir d'avenir, où les citoyens étaient incités à mettre des propositions, à évoquer des choses. Je n'ai pas l'impression qu'on est sur un marché, là. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est hors marché, qui est extra-patrimonial. Et après, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais c'est la question que je me suis posée. Et dernière réflexion, les gens ont déjà du mal à se déplacer pour aller voter. On a un taux d'abstentionnisme exceptionnel. Est-ce qu'ils vont faire la démarche d'aller cliquer sur des pétitions ou de proposer des lois alors qu'ils n'arrivent même pas à mettre un bulletin dans une urne? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Ouais, moi je sais pas, là, pour le coup, d'abord, énergie, j'adore, ça fait du bien, elle arrive, elle fait parler les gens, c'est rafraîchissant, c'est con mais ça change tout, et ça te met tout de suite de bonne humeur, et ça c'est vraiment agréable, donc merci. Ensuite c'est une fille, et c'est un atout, je suis désolée, mais vraiment sachez-le, toutes les filles qu'il y a dans la salle, vous avez vraiment un atout dans le monde des startups, quand vous pitchez, vous êtes rares, et franchement, jouez avec ça, ça veut pas dire, mais vraiment, là, voilà, c'est... Non, bref, on s'est compris. Donc ça fait plaisir déjà. Ensuite, c'est vrai, alors, il y a cette énergie, mais c'était un peu brouillon. Et en fait, moi, je comprends très bien, et je pense que je le ferai. Effectivement, moi, j'ai honte. Je me déplace même pas pour aller voter. Mais j'irai sur ton site s'il est user-friendly. Donc, bref, je ne suis pas un exemple. Mais si vraiment tu apportes une solution, je comprends très bien, il y a une opportunité qui est créée par le fait qu'on puisse aujourd'hui proposer des lois européennes dans les conditions que tu as données. Si tu crées le chemin user-friendly, etc., voilà. Après, pointe le vrai problème qu'a mentionné Oussama, qui est un truc auquel tu dois apporter une réponse par ailleurs. Mais si déjà cette exécution-là, tu traces un chemin qui est hyper abordable, qui est agréable, dans lequel on a envie d'aller, qui arrive à faire qu'il y ait 1 million de gens qui co-signent des propositions, même si ça finit pas en exécution, ça sert à quelque chose. Ça porte la voix, ça va être repris. Ça, je suis sûre, c'est un truc que les médias vont se réapproprier. Tu vois, il y a plein de possibilités. Donc déjà, si tu arrives à prouver cette traction-là, top. Donc moi, j'aurais bien aimé une présentation, en fait, où tu montres ne serait-ce que l'interface, en fait. Est-ce que ça va compter? Et c'est vrai que ça n'inspire pas confiance un philosophe dans une start-up. Ouais, mais t'en avais pas un, toi, chez Ipios? Si. Moi, j'ai fait philo, donc j'assume. En fait, le problème, c'est pas d'avoir fait philo ou pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'un pitch, c'est une réception de caricature. Si je dis philosophe là dans la salle, 80% des gens vont rire. Qu'ils aient tort et qu'ils devraient plutôt se méfier, vu que 80% des 10 dernières sociétés Internet fondées les plus extraordinaires ont un philosophe dans leurs membres fondateurs. N'empêche, c'est un fait que personne ne sait, et ce qui va rester, c'est la caricature. Donc donner le titre The Philosopher, lui, il était mort de rire à côté de moi, et il m'a dit « tu me le laisses ».
Et moi, j'ai dit non, je le prends. Donc, tu vois, le pouvoir de la caricature dans un pitch est bien plus important que la réalité et les faits. Ça sert à rien d'essayer de se battre contre les perceptions caricaturales que les gens ont. Au contraire, il faut les adopter, il faut les épouser et il faut les retourner en ta faveur. Je suis sûr qu'il a plein d'autres qualités qu'être philosophe. Regarde, moi, personne ne sait que j'ai fait de la philo un jour. Même mon associé. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, je vais vous présenter l'application mobile Shotgun en anglais, histoire de rajouter un peu de stress. So with Shotgun, we decided to go back to the basics. The mobile application Shotgun is a marketplace with one single rule. First come, first served. Let's start with the following situation, where you have something exclusive you want to share with your friends. It might be an extra concert ticket or a car ride to a party. In this common situation, we figure out two needs. First, for you, even if you want to give away something, like an old piece of furniture, you will have to go through a time-consuming and boring process. You will have to negotiate, to take a decision. Then for your friends, there is also a need, or rather a fear of missing out something, the fear of feeling aside of the trend. And Shotgun responds to those two needs with one single rule. First come, first serve. For you, no more decision making. Just post your stuff on Shotgun and let the competition decide for you. Then for your friends, it's instantaneous. They are immediately notified of the deals around them, and only the first one to hit Shotgun get it. Shotgun combines gamification and instantaneousness to provide a fun and fast way to exchange. Hey, Jessie! Jessie! Oh, hot French girl. What's her name? What's her name? Wait, never mind. Wow, her eyes are so lovely. God, I would just love to eat a warm croissant with her. So, anyways, I have 2 tickets for the game tonight, so if you want to come, bring a friend. I said so. She's awesome. Wait, who am I gonna invite to this thing? Should I invite Josh? Or Adam? Or Luke? Or Brian? Or Becky? Well, I don't want to piss any of them off. Guess I'll just pull out Shotgun and see who gets it first. Okay, let's do this! Yeah! Yeah! Thank you for hello. Thank you for your patience for the video. So as you notice, Shotgun is a marketplace initially targeting young users, which represents over 100 million users. But we want to go further. We want to combine this temporary social media trend to mobile advertising. Our business model consists indeed in letting businesses post promotional offers on the Shotgun rule. Let's say, for example, the nearby Starbucks offering a free coffee to the 10 first people to hit Shotgun. And the interesting thing about our market is that they spend 20% of their time on mobile. And while less than 5% of advertising expenses are made on internet. A gap representing today $80 billion opportunity and estimated to over $40 billion in 2017 by the Gartner Incorporation, consulting firm. And we already started. We are building the right team to address this opportunity. Gabriel and I co-founded Shotgun after having co-founded another startup together. And in order to build a complementary team, we have been recently joined by Ian, former VP Engineering at Criteo, and Diego, who has experience in marketing and finances. So we are about to release the second version of Shotgun, and I invite you all to stay tuned for this release, which hopefully will be next week.
And I thank you for your attention. Est-ce que tu peux revenir sur la slide marché? Je suis désolé, mais donc ça c'est les 3 choses qu'il faut jamais faire dans une slide marché. Donc la première chose, c'est dire que sa cible c'est tout le monde, donc tous les jeunes globalement. Tout ce qui est time expense, advertisement expense, etc. Tout ça, tout le monde sait, c'est énorme. Et une opportunité de 18 milliards. Avec une estimation de 40 milliards en 2017, j'avais pas vu. Ok, ça aussi, ça n'existe pas parce qu'en fait, ça n'existe pas. Ça vient d'où ce chiffre? Ah, c'est Gartner. C'est où Gartner? C'est marqué où? Ah, tu es dans. Ouais. Ah, tu vois, t'as tellement honte de la source que tu n'as même pas osé le mettre dans le deck. Non, donc c'est très. Enfin, il faut pas mettre ça. Vous targetez une population et il y a juste ça qui nous intéresse. Et c'est la cible que vous targetez avec votre population qui compte. Et pas tellement tous ces gros chiffres qui intéressent pas grand monde sur une application en démarrage. Moi, les histoires Gartner, alors ça c'est le deuxième truc interdit. Vous allez voir, il y en a plein comme ça. Mais Gartner a une spécialité à se tromper au présent sur le futur. Et il n'y a pas une étude Gartner qui est vraie depuis 10 ans. Pour une raison très simple, c'est que la structure économique de Gartner, c'est de faire payer très très cher à des gens qui ont besoin de justification des études pour qu'ils puissent dire à leur boss, regarde, j'ai pris telle décision, mais il ne faut pas me virer parce que c'était une catastrophe, parce que Gartner me l'a dit. C'est un modèle économique assez formidable, mais qu'il ne faut surtout pas prendre pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une source d'information fiable. Voilà, c'est un peu... par exemple, Gartner avait titré que Enron était le titre de l'année et qu'il fallait absolument l'acheter l'année de la faillite. Et ils en ont... Il y a des sites entiers sur Gartnerfeld. Donc c'est un jeu impossible de prédire l'avenir. Donc il faut faire très attention à, quand vous citez un marché, concentrez-vous sur ce qui parle aux gens. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont une représentation réelle de ce marché ou pas? Si les gens ont une représentation réelle de ce marché, alors ils sauront qu'il y a plein de dollars dedans. Les évaluations du type c'est tant de milliards, etc., c'est des comptes d'apothicaire. Ce qui compte, c'est qu'on ait l'impression que ce soit quelque chose d'important pour beaucoup de gens et que ces beaucoup de gens soient représentables par un chiffre quelconque. Moi, je vais juste dire 2 choses, ce que j'en ai compris et ce que j'aurais aimé voir. Donc, pour moi, c'est si Le Bon Coin avait voulu faire quelque chose de compliqué, etc., ils auraient fait exactement ça. C'est-à-dire que c'est limité en termes de cible. Dès qu'on met une offre, en fait, elle s'arrête quand elle est shotgunnée. Donc, s'il y a la confiance entre l'utilisateur n'est pas bien construite, bah, ça casse le principe même de l'annonce. Et le principe de compétition aussi me paraît un peu compliqué. Et en fait, j'ai pas senti de pain chez les utilisateurs. Et globalement, le principe de la petite annonce, c'est quand on vend quelque chose, on veut que ça se vende vite et au bon prix. Et là, je ressens pas le pain. J'ai pas bien compris. Si vous pouvez le réexpliquer, peut-être qu'on pourrait avoir un échange là-dessus, mais c'est intéressant de comprendre quel est le pain des utilisateurs et pourquoi avoir l'utilité d'un shotgun dans ce cas-là. Donc en fait, l'idée c'est donc je pense qu'on n'a pas été assez clair, enfin j'ai pas été assez clair en voyant que tu dis qu'on complexifie le Bon Coin, parce que finalement l'idée en fait c'est de simplifier les échanges, les rendre vraiment simples et rapides. L'idée c'est que plutôt que de négocier, dire je vais poster ça sur le Bon Coin, je vais devoir négocier le prix, c'est vraiment juste je le prends en photo, un peu à la Snapchat, je le prends en photo, je choisis mes amis, je choisis une communauté ou les gens autour de moi, et c'est seulement le premier qui clique, qui l'a, et basta. Soyez honnête, hein, vous ne vous sentez pas obligé d'aller dans notre sens. Qui a envie d'utiliser Shotgun? Ah, peut-être un début de quelque chose. Et parmi les gens qui viennent de lever la main, vous avez l'impression que si Shotgun n'existe pas, votre vie va aller plus mal? Bon, elle était dure celle-là. Moi, j'ai plus l'impression, enfin j'ai rien compris, hein. Honnêtement je suis désolée, alors peut-être que c'est parce que j'ai pas le truc en face et j'ai essayé de regarder la vidéo, j'ai plus eu, alors moi je suis très sur l'énergie, d'accord, vous avez une bonne énergie, c'est agréable, vous avez comment dire, un petit style un peu non mais vous incarnez le jeune cool, mais un peu caricatural en même temps, un peu
je sais pas. Non, les deux ensemble, la paire. Hein. Ça, il y a un truc, je sais pas, enfin voilà, bref, non, je vais pas m'enfoncer là-dedans, mais ouais, vous êtes mignon, c'est ça, vous êtes quelque chose de gentil, on a envie de vous croire et tout, mais en fait, derrière, j'ai eu plus l'impression que vous êtes fait votre kiff avec vos potes sur la vidéo, vous êtes partis dans un délire, c'est un peu votre rêve que vous avez projeté, et ça m'a pas aidé à comprendre, quoi. Vous êtes fait un kiff, concrètement. Enfin, direction artistique, ouais, le mec, il est sur sa planche, j'imagine trop le storyboard, et là, t'as le mec en skate, et le mec qui arrive, enfin bref, une pub, quoi. Vous êtes un peu, enfin, ça fait un peu, on sent que vous avez de la créativité et tout, et que vous avez exprimé ça dedans, mais ça ne sert pas le propos. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a pas aidé à le comprendre. Voilà, et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait fallu de pas grand chose, mais en fait de l'essentiel, c'est-à-dire de vraiment se reconcentrer sur le pain alors, déjà qu'il existe, le valider. Moi je crois pas les gens qui ont levé la main, je pense que c'est des gentils. Parce que tu vois, quel est l'intérêt de faire que Non, en fait, le sujet, c'est que votre truc, c'est que vous voulez vous assurer que quelqu'un qui appuie sur Shotgun ait le bien. On s'en fout du vendeur. Ce qui est intéressant, c'est celui qui achète ici. C'est s'assurer que celui qui achète a le bien. Donc, à la rigueur, vous lui faites payer un premium et ça lui assure d'avoir le truc. Et ça évite, comme dans le Bon Coin, d'envoyer un mail et de se retrouver finalement jeté à la mer et de ne pas être sûr de pouvoir avoir le produit parce que le mec a reçu 20 emails. Moi, si tu me demandes de payer 5 € de plus sur une annonce pour shotgunner l'annonce et m'assurer d'avoir le bien, ok, là je pense qu'il y a un sujet. Mais le problème, il n'est pas du côté des vendeurs, parce que les vendeurs, quand ils ont besoin de vendre un truc, ils vont sur le Bon Coin. Le problème, c'est l'acheteur, quand il veut acheter vite et bien, en fait. Ah oui, donc il n'y a pas de business en plus. Mais moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais je vous ai trouvé excellent. Alors, je me suis peut-être trompé, ou j'ai peut-être mal observé, ou j'ai peut-être pas regardé. J'ai trouvé que ce qui était très particulier chez vous deux, c'est qu'il y avait plein de défauts, plein de petits défauts, mais qu'à la fin, c'est bien et ça attire la curiosité. Et moi, j'aurais levé la main si j'étais dans le public, parce que je trouve qu'il y a vraiment une... Non, mais j'avais envie de lever la main, j'ai pas osé. Et j'ai compris, moi, l'idée de partage, de donation. On n'est pas effectivement sur un secteur marché, mais je trouve le film extrêmement bien fait. Il est drôle. Et paradoxalement, et contrairement à ce que dit Alice, c'est vrai que vous incarnez les deux jeunes playboys, voilà, bons sous tout rapport, mais en réalité, il y a beaucoup de second degré dans la vidéo. Il y a beaucoup d'humour et un peu de dérision. Alors, c'est peut-être moi qui projette, mais je trouve qu'il y avait vraiment des très bonnes choses. Et pour l'instant, des trois, moi, c'est celui que j'ai envie de télécharger l'application. Je trouve que le titre est bon, Shotgun, ça parle. Je trouve que le graphisme, l'image est bonne, la vidéo est bonne. Après, je ne sais pas s'il y a un marché, tout ça, ça c'est des discussions d'experts. Je renvoie à ma gauche, mais moi, vous avez attiré ma curiosité. Ouais. Chapeau, hein, parce qu'il ne comprend jamais rien. Vraiment, là, vous avez gagné prix spécial du jury. Non, mais bravo, les gars. Juste une dernière chose sur Shotgun. En fait, c'est vraiment le type d'usage dont on a besoin une fois dans l'année quand effectivement on a cette place de concert à donner. Et je pense pas qu'on ait le réflexe de télécharger Shotgun pour la balancer à ses amis. On va faire comme tout le monde, on va le mettre sur son wall et puis on va attendre que ça passe. Donc c'est risqué à ce niveau-là. Hi guys, so I'm Manfred and I'm going to do this in English. French is my third language. So I'm from Runtroll, and tonight I would like to invite you to the land of Trollvania. And Runtroll is an app that makes it fun to run by turning running into a game. And a lot of people, I think you can recognize yourself in this, think that running is not so fun, but we believe that physical activity can be fun and that gaming can be active. So we propose a solution to this. Found you a race and the king is watching. Prepare to impress him in 3, 2, 1, run! Hi, I'm Nick, the co-founder of Runtroll, the app that makes it fun to run. Have you ever planned to go out for a run, but then found yourself lazing around guiltily or watching cat videos on the internet because you were too unmotivated?
Runtroll is here to put that bit of excitement back in your exercise routine by transforming a standard run into an exciting, gamified multiplayer experience. Runtroll lets you run against friends or anyone around the world in real time in the fantasy land of Trollvania, a place where by the Troll King's decree, everyone must run. The app isn't just for experienced runners. You can set your own pace by choosing a difficulty that suits you. Take it easy and work your way up, or go straight for gold. Runtroll isn't just for small races either. It gives you the power to join thousands of other players simultaneously in scheduled events, allowing you to take part in worldwide virtual marathons. But what about if Manfred here wants to challenge one friend in particular? Well, you can do that too. Just a simple invite and you're good to go. After you've warmed up and want to start the race, Runtroll will search the globe and match you up with runners of a similar level. Once in the race, the app uses GPS to keep track of your progress, while the Troll Announcer updates you on your position and distance travelled through your headphones. Sort of like having your own personal commentator. What better way to keep yourself motivated? But before we finish, let's pay a quick visit to where it all started. It's here where it all began. Running in these woods inspired us, so we created an app that we hope will inspire you too. We hope our unique combination of running and multiplayer gaming will give you the motivation to get fit and healthy. So if you're up for the challenge, go and download Runtroll now and become the fastest troll in all the land. So, I'd like to talk to you about the market. And so we have 3 revenue streams, which is in-app purchases, which is branding in the Troll store, where you can buy these in-app purchases, and then virtual marathons, which you can sign up for a very low fee comparing to regular races. And speaking of the in-app purchases, one example could be this banana that you see here, a banana shell. You might recognize from games such as Mario Kart. So you would buy a banana shell and then you can release it during a run, and the other runners have to jump behind you. And so we're launching the multiplayer version together with Google Business Acquisition and with mentoring from Airbnb. And yeah, we have some competition and there's a market for this. But we differentiate ourselves by having a multiplayer experience and this game around it, and this world called Trollvania. So finally, I'd like to present the team. So David, Angie, me, myself, and I, and Nick. And we're spread across Europe, as you saw in the film. We're committed to make it real. We invest our personal money in it. And we're looking for investors right now, and also for iOS developers and others. Especially, we want to balance the team in gender-wise. So women would be really interesting for us. And yeah, we're focusing on user acquisition. So go download the app on Google Play or sign up for the iOS release on runtroll.com. Thank you. Non, in English or French? En français, c'est très bien. Ok. Alors, déjà, moi, j'ai trouvé la vidéo sympathique. Elle a juste un défaut, elle est trop longue. J'ai adoré les 30 premières secondes et après, j'ai roupillé. Parce qu'en fait, c'était 4 fois la même chose et c'est dommage. Mis à part ça, alors, moi, j'ai appris que rien ne sert de courir, il suffit de partir à point. Donc, je cours pas très souvent et je me sens pas du tout utilisateur. Mais j'avoue que le coup de la banane m'a donné la pêche. Et, et donc je me suis dit, pourquoi pas. Je trouve le nom génial. Mais c'est peut-être un peu geek, mais c'est vraiment génial. C'est pas idiot d'être hyper clivant. D'ailleurs, comme j'ai pas grand-chose à te dire, je vais plutôt parler à la salle. C'est super bien de faire ce qu'il a fait, c'est de prendre des noms hyper clivants. Runtroll, pour le coup, soit on comprend ce que ça veut dire et soit on trouve ça génial, soit complètement exagéré. Mais au moins, on arrive à s'appuyer sur une bande d'extrémistes. Bah, c'est un troll. Tu sais, sur les forums, quand tu trolls quelqu'un, c'est que tu l'agresses, quoi. Et donc, le but, c'est d'agresser les gens en courant et donc de libérer l'agressivité des gens. C'est ça.
Bah moi, moi je l'ai pris comme ça parce que désolé, troll. Pour le coup, oui, non, mais d'accord, mais c'est justement c'est le double. Tu veux faire courir les nains en fait. Non, parce que fais gaffe après les remarques, c'est enfin, un peu confusant. Donc bon, pas grand chose à dire. Le pitch est bien, le pitch est structuré, très classique, mais il fait le job. J'ai bien compris ce que ça faisait et j'ai bien compris qu'il fallait que je me mette à courir, donc c'est pas mal. Vous avez lancé quand? D'accord. Et donc vous avez à peu près 1000 installations. Et l'usage est comment aujourd'hui là-dessus? Ok, donc les gens courent pas ensemble. Ah bon, il n'y a pas le multiplayer, pardon, j'avais pas fait gaffe. Ok, fine. Bon, je pense que ça va être drôle avec des Google Glass aussi. Bref. Très bien, bravo. I'm sorry, I'm going to make everyone go into English again. And I'm also going to, I noticed there's this thing going on with pitches and peaches, and I'd like to say this is really not a joke, because it's a really, you know, the difference in English is quite important, these things. You've got beach and bitch, and if you go into a pub in London and you ask for a large cock instead of a Coke, that's a really bad idea too. So, anyway, just wanted to start on a light note. So, really? Okay. So with Gene Trainer, what we do is we use your DNA to make your workouts more effective. So it's the customization of fitness training using your DNA. So the market we have here, so this is interestingly here, we've got genetic testing's really come up in the last couple of years. And there are major use cases for it are ancestry and disease risk. So ancestry is quite interesting to explore. You can see where you come from and so forth. Disease risk is also interesting, but somewhat scary. But a lot of these things leave you with the question, what can I do with this information? I've just discovered a load of things about my DNA. What do I do next? What do I change in my lifestyle? And it's known that genetics affect the way that you respond to exercise. So this can also have an effect, obviously, on your level of muscle strength, your endurance, fat mass, and so forth. And at the same time, we've had the quantified self movement, which has given us all of these connected devices. But often we find that we have no actionable advice at the end of it, apart from reaching for goals. And the other thing that I think most people find is that what works for one person doesn't work for all. So there are a lot of different ways to achieve a sporting goal. And what works for one person doesn't necessarily work for everybody. Oh yeah, so I should say we're going to try and do a demo. This is dangerous. Don't know if you guys can see there as well, because the screen's a bit bright. But anyway, so when you first connect to the site, you can connect your DNA. So this can be done through a file upload or through connecting to the 23andMe API. You effectively fill in a bunch of questions, your fitness goals, your current fitness level, and so forth. And then the product kind of has two different ways of operating, depending on what you want out of it. What we're looking at right here is the training analysis. This is a new feature. So basically, you add your current activities from your devices. So this works with things like Strava, Garmin, Runkeeper, and more. And you'll end up with a training analysis at the end of it that will give you your training load, your fitness over time, and so forth. And the key thing here is that we use our genetic models, our genetic profiles, to figure out how you're going to be affected by that. So if your recovery is going to be affected by your genes, then these will become more and more less sensitive to you. And then you will get these alerts saying, giving you advice. The flip side is there's also a structured training plan. And there you have workouts that basically, you have a structured plan to follow, and these are built out of units that are based on activities that are likely to work for you based on your genetic profile. Finally, there's a section which is like a mini 23andMe for sport, and here you can find out all of the other things that are likely to influence your sporting life. So these can be your sleep, your injury risk, and so forth. The one on the board here is right now is feeling of fullness, so this will affect your body mass index based on how hungry you feel after eating. So I'm not sure how much time we've got left, but I just want to skip and say we've... okay.
Right, cool. Little bit overview of the market here. So genetic testing in France is quite a small thing, but in the USA this is really going off. So there are now 650,000 people who have access to their DNA. This number is going up very, very, very quickly. So the curve on the board there is actually the 23andMe uptake since 2011 up till now. And the predictions are that within 5 to 15 years, a very large percentage of the population will have a genetic test. And alongside this, there's obviously the market, the monitoring device market, which is exploding at the moment. So there are 19 million devices predicted to be shipped this year. And this obviously is quite a big connected market to us as well, and another interesting avenue to explore. And then a final overview of the team. So it's myself and my old PhD supervisor, in fact, who are part of the core of the team. And then we have Patrick, who is author of the famous Toilette de Paris application, which has been helping tourists avoid peeing in the streets for a while. And then we should also say that we did, this is not our first presentation, we were actually at Le Web London last summer, and we got silver in their startup competition, presented in California afterwards, and then buried our heads and carried on with the development up until now. So there we go. Any questions? Do you speak French? You can understand or yeah. Okay. I don't buy the DNA stuff. J'achète pas le truc avec l'ADN, etc. 23andMe, le gros problème, c'est que ça a créé d'énormes. Enfin, c'est un scandale parce que c'est de la statistique et en fait, ça apporte pas d'informations très utiles pour les gens, à part que c'est anxiogène. Et ça, c'est vraiment problématique. Et en fait, j'ai l'impression que c'est très compliqué tout ça. Alors que tout ce que les gens ont besoin de faire, c'est de bien bouffer, de bien faire de l'exercice et de faire attention. Et finalement, c'est assez simple. Et je ne suis pas sûr que l'ADN soit vraiment un gros sujet. Donc moi, j'achète pas du tout. Voilà. Alors, petit témoignage personnel. Avec cette analyse, j'ai pris 10 kilos par an pendant 7 ans. Et grâce à mon ADN, j'en ai perdu 56 en 6 mois. Donc moi j'y crois à fond, et là on va avoir un kill my jury avec la pêche. Moi je suis hyper bullish là-dessus parce que je pense que justement le corps est quelque chose de super compliqué et on va pas rentrer dans le débat, mais je vais revenir sur votre pitch. Aujourd'hui 23andMe, ça existe encore? Actually speak about this. Legislation, basically FDA banned 23andMe for doing medical tests in November last year, right? The uptake has still been going on because they've switched to Ancestry as their big focus. The big problem with medical stuff is, as you quite rightly point out, the environment has a massive influence on this stuff as well. So you might have a gene that says you're going to get cancer, but it really depends whether you smoke or not a lot of the time, right? So it's more complicated than that. When it comes to sport, there's a very big range. You see people who are right in the middle. You might not be able to say very much about them, but if you have 25 gene variations saying that you're likely to put on weight more easily than others, there's starting to become a big chance in that. But anyway, back to the 23andMe thing, they're still selling, and if they manage to sort things out with the FDA, then I think we'll start to see them dominate the market even more over there. Because in America, people are looking for ways to keep their health insurance cheap as well, right? If you've got a very high risk of diabetes and you take a plan that covers you for that, then you're going to save money. We don't have that problem over here in Europe. So. Okay, I'm more than convinced, so I don't. Très rapidement, parce que je voudrais pas te froisser, Oussama, sur ton expérience personnelle, mais pas sur le fond, sur la forme. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas les images, et je trouvais ça très complexe. Je trouvais ça un peu triste. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est. Tout à l'heure, j'employais le terme de manichisme. Soit on nous infantilise avec des images très simples, on caricature tout, soit on technicise le discours et on rend les choses arides. Et au contraire, je crois que plus le sujet est technique et plus le sujet est complexe, et peut poser des problèmes éthiques d'ailleurs, plus il faut aller vers la simplicité. Et là, j'avais l'impression d'avoir quelque chose d'un peu aride, pas facile d'accès. Et moi, je suis la personne lambda, mais si ça rebute quelqu'un de lambda, ça va rebuter beaucoup de monde. Et je pense qu'il faut aller vers quelque chose de plus simple.
Ouais, c'est vrai que ça mériterait d'être un petit peu rendu tangible et sympathique. Mais sinon, moi, personnellement, j'achète 100 fois parce que je me trouve in between en fait. Moi, j'ai pas perdu 50 kilos, mais je fais beaucoup de sport et en même temps, j'essaie de me quantify myself. Je teste, je regarde ce qu'il y a. J'ai testé des apps et le fait que ce soit en API avec tout ce qui existe autour, Runkeeper, 23andMe, etc. En fait, ça me donne envie vraiment d'y aller. Et s'il y avait une plateforme qui pouvait justement tout gérer, ce que j'utilise et suivre tout, c'est génial. Et j'ai même envie, j'imagine, derrière, de pouvoir plugger d'autres datas qui ne soient pas que celles du DNA, et même, pourquoi pas, à terme, que ça devienne mon carnet de santé en ligne. Enfin, bref, donc ça me donne envie voilà, de l'utiliser. Je vois tout de suite le besoin. Et franchement, moi, j'achète. Voilà, je suis convaincue. Le sérieux de la team, tout ça, ça m'a vraiment plu. On s'est échangé 2 mots avec Oussama. On s'est dit, à The Family, on organise 2 grandes conférences par an. Une sur une industrie qui est celle du luxe et une autre en décembre qui est sur le healthcare. Et là, j'ai donc tout de suite pensé qu'il fallait qu'on vous mette, qu'on vous garde dans le giron pour pouvoir vous faire parler. Donc c'est une invitation officielle à parler à Differential Medicine qui aura lieu en décembre, organisée par The Family, qui est sur la disruption dans le milieu du healthcare. Il y aura Vivek Wandwa, le président de Singularity University. Il y aura du monde, il y aura du lourd, ça va être cool. Voilà, bravo les gars. Moi, c'est les derniers, mes préférés. Ouais, moi aussi, c'est les derniers, le préféré. Ben moi, ce sera Run Troll. Shotgun. Bon bah voilà, merci à tous. Le principe c'est qu'on en refasse tous les mois. N'hésitez pas à envoyer vos projets dès maintenant. Pour le prochain, on cale une date avec Hugo. On se met de la musique, manger des pêches et garder la pêche. Merci à tous. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe.